Ma belle-sœur m'avait invité à son mariage. Oh non, j'ai renversé. Quelle maladroite. Ma belle-mère a feint la surprise en versant du vin sur ma chaise. La position debout te va bien, n'est-ce pas? Mon mari a ri. Mais une seconde plus tard, leurs sourires narquois se sont effacés lorsque j'ai entendu une voix froide derrière moi. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans et je n'ai pas parlé depuis presque 3 ans. Ce n'est pas parce que je ne le veux pas. Je ne peux littéralement pas. Ça a commencé par une crise de panique. Puis ma gorge se serrait comme si j'étouffais avec de l'air. Les médecins ont appelé ça du mutisme sélectif déclenché par un traumatisme émotionnel. Une façon élégante de dire que ma voix a pris peur et n'est jamais revenue. Je vis dans la maison familiale de mon mari, Julien, où sa mère, Martine, me traite comme un croisement entre un fantôme et un souffre-douleur. Elle me parle sans s'adresser à moi. Elle dit que je suis ingrate, brisée, embarrassante, et Julien ne fait que regarder. Tu as de la chance que je ne te fasse pas payer de loyer, a dit Martine ce matin, debout dans l'encadrement de la porte alors que je nettoyais la cuisinière. Le moins que tu puisses faire, c'est d'avoir l'air reconnaissante. Oh, attends, tu ne peux même pas dire merci. J'ai gardé la tête baissée. Il ne sert à rien de réagir. La réaction, c'est du carburant. Julien est rentré du travail juste au moment où je finissais de mettre la table pour le dîner. Il ne m'a pas regardé. Il ne le fait jamais quand sa mère regarde. Martine a fait son entrée dans la salle à manger, comme une reine arrivant à la cour. Ça sent le poulet trop cuit, a-t-elle dit avec un ricanement, en soulevant le couvercle du plat de service. Tu es si nulle en cuisine, Amélie. Je ne sais pas comment mon fils peut manger cette saleté. Je cuisinais tous les soirs, je nettoyais tous les jours, je m'occupais du linge, des courses, du courrier, mais ce n'était jamais assez, ce n'était jamais bien. Et Julien, il s'est simplement assis, a embrassé sa mère sur la joue et a dit « Merci, maman, ça a l'air super ». Elle rayonnait comme si elle avait préparé tout le repas elle-même. J'étais assise en silence en face d'eux, mangeant en silence, mon assiette à moitié pleine. Le goût de l'âme toujours plus fort que la nourriture. Je voulais crier, je voulais jeter le plat entier par terre et exiger d'être vu. Mais cela aurait signifié leur donner quelque chose contre quoi se battre. Et sans voix, ma seule arme était la survie. Après le dîner, j'ai débarrassé les assiettes. J'ai entendu Martine dire à Julien dans l'autre pièce qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour tolérer ma présence, mais qu'il était peut-être temps de reconsidérer l'arrangement. Je me suis demandé s'il allait dire quelque chose, mais tout ce qu'il a dit, j'y réfléchirai. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eva est rentrée à la maison. La sœur cadette de Julien, Eva, travaillait à l'étranger depuis des années. Elle avait toujours été différente de sa famille, plus chaleureuse, plus intelligente, plus observatrice. Elle ne s'est jamais moquée de moi. En fait, elle était la seule à avoir appris un peu de langue des signes pour moi. Quand je l'ai vue franchir la porte d'entrée, une valise à la main et les bras grands ouverts, j'ai failli pleurer. Amélie a-t-elle souri. Mon Dieu, c'est si bon de te voir. Tu as l'air en forme. Tu as l'air fatiguée, mais toujours aussi belle. J'ai hoché la tête, essayant de sourire, la poitrine serrée de soulagement. Elle a remarqué la tension. Bien sûr qu'elle a remarqué. Plus tard cet après-midi-là, Eva et moi étions assises dans le jardin. Elle a versé du café dans 2 tasses, une pour elle, une pour moi. Puis, elle m'a tendu une enveloppe crème. Je l'ai ouverte lentement. Une invitation de mariage. Son mariage. Je voulais te la donner en personne, a-t-elle dit. Tu fais partie de la famille. Je veux que tu sois là. Mes mains tremblaient alors que je pressais la carte contre ma poitrine. J'ai articulé les mots « merci ». Elle a simplement souri et a dit « j'ai compris ». Ce soir-là, au dîner, Martine a vu l'enveloppe sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé en la ramassant et en fronçant les sourcils. Eva t'a invité Julien à lever les yeux de son téléphone. On dirait bien. Elle devrait avoir plus de jugement, à marmonner Martine. Tout le monde n'a pas besoin d'être inclus dans tout. Je suis sa belle-sœur, voulais-je crier. Mais à la place, j'ai pris ma fourchette et j'ai continué à manger en silence. Dans les jours qui ont suivi, Eva et moi avons échangé des textos. Elle m'a dit à quel point elle était excitée, nerveuse, heureuse. J'aurais aimé pouvoir lui parler correctement. Lui dire à quel point j'étais reconnaissante qu'elle me voie encore, qu'elle me voie vraiment alors que même mon propre mari ne le faisait pas. La veille du mariage, j'ai préparé la tenue que j'avais prévue. Une simple robe bleue, rien de tape à l'œil, juste assez pour me fondre dans la masse. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je me suis coiffé. J'ai appliqué un maquillage léger et je suis allé prendre une douche rapide. En sortant de la salle de bain, en entrant dans le couloir, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. Je suis entré dans le salon. Pas de chaussures près de la porte, pas de veste, pas de clé sur le crochet. Ils étaient partis. Julien et Martine étaient partis sans moi. Mes mains tremblaient en vérifiant la cuisine. Pas de mots, pas d'adresse, pas de transport organisé. Mon téléphone a vibré avec un message d'Eva. J'ai hâte de te voir. Cérémonie à 13h, réception ensuite. Dis-moi quand tu seras en route. Ma bouche est devenue sèche. Je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait le lieu. Martine avait jeté l'invitation après l'avoir lue. Je n'étais même pas sûr du nom. J'ai senti la panique monter à nouveau, le serrement dans ma gorge.
Ce silence étouffant est familier. Mais cette fois, quelque chose a brisé la peur, la rage. Je ne les laisserai pas m'effacer. Pas aujourd'hui. Je me suis précipité dans ma chambre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché dans les messages d'Eva. À la recherche du moindre indice, une adresse, un nom, un tag de localisation. Après quelques minutes de défilement, je l'ai trouvé. Domaine de Belle-Rive, dimanche à 13 heures. C'était suffisant. J'ai enfilé ma robe, attrapé mon sac à main et commandé un VTC. En attendant dehors, le cœur battant. J'ai tapé un message dans mon application de notes et je l'ai regardé fixement. J'arrive, Eva. Je ne les laisserai pas me prendre ça. La voiture est arrivée. Je suis monté à bord. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. La détermination. Le VTC m'a déposé à l'entrée du domaine de Belle-Rive juste après midi. Les invités affluaient déjà dans la salle de cérémonie, vêtus de bleu doux et de gris chaud. Le soleil de fin de printemps projetant de longues ombres sur les vignes. Je suis resté là un instant, serrant mon sac à main, forçant mes jambes à bouger. Je n'avais pas été dans une foule aussi grande depuis des années. Chaque instinct me disait de battre en retraite, de disparaître avant que quiconque ne remarque que j'étais seul. Mais j'ai pensé à Eva, son rire, sa gentillesse, ses mots, tu fais partie de la famille. Je suis entré. La salle principale était décorée de roses blanches et d'eucalyptus. Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres en bois et un jazz de jouait en fond sonore. J'ai balayé la pièce du regard, espérant trouver Eva avant que Martine le fasse. Et puis elle est apparue dans une longue robe ivoire, resplendissante comme une créature sortie d'un tableau. Ses yeux ont rencontré les miens. Elle a éclaté d'un sourire et s'est précipitée vers moi. Amélie, a-t-elle murmuré, me prenant dans une douce étreinte. Tu es venu. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. J'ai ouvert mon téléphone et tapé rapidement. Tu es magnifique. Elle l'a lu, les yeux brillants. Merci. Je suis si contente que tu sois là. Pendant un instant, j'ai tout oublié. Julien, Martine, les années de silence. J'ai tout oublié. Eva a dû retourner à la suite de la mariée et j'ai pris place près du fond, en faisant attention de ne pas attirer l'attention. Cela n'a pas duré longtemps. Martine a repéré la première. Ses lèvres se sont tordues en un sourire amer alors qu'elle se penchait pour murmurer quelque chose à Julien, qui a suivi son regard, puis a laissé échapper un petit rire. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que je vienne. J'étais le fantôme qu'il avait essayé d'enterrer. La cérémonie a été courte, mais charmante. Eva a rayonné tout le temps. Son fiancé avait l'air complètement épris. Et les invités ont applaudi et essuyé des larmes alors qu'ils descendaient l'allée ensemble. À la réception, pendant le cocktail, j'ai essayé de rester à l'écart. J'ai siroté de l'eau pétillante et traîné près du patio extérieur, regardant les abeilles tourner autour des fleurs. Puis j'ai senti la tension. Martine et Julien se sont approchés par derrière. Tiens, a dit Martine doucement, un verre de vin à la main. Tu es vraiment venu. Julien m'a adressé un sourire pincé. Je ne pensais pas que tu trouverais où c'était. Petite maline. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je les ai juste regardés, le cœur battant. Martine s'est penchée. Tu n'as rien à faire ici. Tu le sais, n'est-ce pas? Eva t'a invité par pitié, mais ce n'est pas ton jour, alors ne ramène pas tout à toi. J'ai sorti mon téléphone, mais avant que je puisse taper quoi que ce soit, elle a tourné les talons et s'est éloignée. J'ai trouvé ma place assignée près de l'une des tables rondes au fond de la salle de réception. Une carte blanche indiquait Amélie en calligraphie. Je me suis assise, soulagée d'avoir de l'espace pour respirer. 5 minutes plus tard, je me suis levé pour aller aux toilettes. Quand je suis revenu, ma chaise était trempée de vin rouge. Martine se tenait à proximité, faisant tournoyer le verre presque vide dans sa main. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec une fausse surprise, « Oh non, j'ai renversé. Quelle maladroite !» Julien a éclaté de rire de l'autre côté de la table. J'imagine que quelqu'un ne va pas pouvoir s'asseoir maintenant. Quelques invités ont regardé, confus, ne sachant pas si c'était une blague. Je me suis figé. Le personnel a remarqué et a commencé à apporter une nouvelle chaise. Mais Martine a levé la main brusquement. Ne vous embêtez pas. Elle était sur le point de partir. Je n'ai pas bougé. Tu ne vas pas faire une scène, j'espère? A sifflé Martine. Le traitement silencieux fonctionne mieux à la maison. Julien s'est penché en arrière, narquois. Honnêtement, Amélie, pourquoi es-tu même venue? J'ai senti les larmes menacées de monter. Pas maintenant. Pas ici. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, mais avant d'atteindre la porte, j'ai entendu une voix derrière moi. Amélie, attends. Eva. Elle s'est précipitée, ses talons claquant sèchement contre le carrelage. Sa main a attrapé la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé, ses yeux scrutant mon visage. Pourquoi pars-tu? Je lui ai montré mon téléphone. Martine a versé du vin sur ma chaise. Julien a ri. Ils ont dit que je n'avais rien à faire ici. Sa mâchoire s'est crispée. Elle s'est retournée lentement. J'ai suivi son regard jusqu'à Julien et Martine, qui discutaient maintenant avec un autre invité, faisant comme si de rien n'était. Eva a lâché ma main et a traversé la pièce. Julien, il a levé les yeux, surpris. Qu'y a-t-il? A-t-il dit, souriant comme si c'était pour porter un toast. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle lâché, la voix tremblante. C'est ta femme.
Elle est malade à cause de toi, et tu fais ça? La pièce est devenue silencieuse. Quelques têtes se sont tournées. Maman, a dit Eva, se tournant vers elle. Tu es incroyable. Pardon? A aboyé Martine. Eva n'a pas hésité. Elle a giflé Julien violemment en plein visage. Un claquement sonore a résonné dans la salle. Quelqu'un a halté. Tu n'as pas le droit de rire de sa douleur, a-t-elle sifflé. Tu n'as pas le droit de l'effacer. Eva, arrête ça, a dit Martine en s'avançant. Tu gâches le gâcher? Eva a ri amèrement. Vous l'avez gâché. Vous l'avez rendue muette. Vous l'avez harcelée quotidiennement. Et vous en êtes fier. Julien s'est frotté la joue, stupéfait. C'était juste une blague. Eva l'a giflé à nouveau, cette fois sur l'autre joue. Je ne plaisante pas. Le coordinateur de l'événement s'est précipité. Est-ce que tout va bien? Non, l'a dit fermement Eva. Ces deux-là doivent partir. Eva, a dit Martine en tremblant. Tu ne le penses pas? Si, t'a-t-elle dit froidement. Je le pense. Dehors. La sécurité et le personnel sont intervenus, escortant Julien et Martine par la porte de côté. Martine a essayé de plaider auprès d'Eva, mais elle n'a pas répondu. Elle est juste restée droite, le dos droit, me protégeant comme un soldat gardant un blessé. Alors que les portes se refermaient derrière eux, Eva s'est tournée vers les invités. Je suis désolé pour le dérangement. Nous reprendrons la réception sous peu. Merci de votre patience. Des applaudissements ont éclaté, hésitant au début, puis plus fort. Eva est revenue vers moi. Ses mains tremblaient. Je suis tellement désolé, Amélie, a-t-elle murmuré en m'enlaçant. J'aurais dû le voir plus tôt. Je ne pouvais pas parler, mais je n'en avais pas besoin. Je me suis accroché à elle, et pour la première fois depuis des années. J'ai laissé les larmes couler en public et personne n'a détourné le regard. La réception a repris. La musique a repris. Les rires sont revenus. Eva m'a pris la main et a dit « Tu restes jusqu'à la fin. Je vais te trouver une nouvelle place. » Après la fin de la réception, je me tenais dehors sous les guirlandes lumineuses. Me sachant pas quoi faire, les invités serraient Eva et son nouveau mari dans leurs bras, des couples prenaient des photos. Des enfants couraient dans les allées du jardin. Je n'avais pas de maison où retourner, pas vraiment. La maison dans laquelle j'avais vécu n'était pas la mienne. Elle ne l'avait jamais été. Eva m'a trouvé assise sur un banc près des hortensières, serrant mon sac contre ma poitrine. Elle s'était assise à côté de moi, toujours dans sa robe, les talons enlevés, tenant 2 flûtes de cidre pétillant. J'ai déjà appelé quelqu'un, a-t-elle dit. Il y a un appartement de fonction de la clinique de mon mari. Il est vide. Il est à toi pour l'instant. J'ai ouvert mon téléphone et tapé « Je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu le feras », a-t-elle dit. Tu ne resteras pas une seconde de plus dans cette maison. J'ai baissé les yeux, les mains tremblantes. Elle a placé un des verres dans ma paume. À la première étape, a-t-elle dit. La liberté. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un lit propre avec des draps frais dans un appartement calme sans entendre quelqu'un frappait à la porte ou dire « Tu as tellement de chance qu'on t'ait recueilli ». Je ne pouvais toujours pas parler, mais je pouvais respirer. Eva m'a envoyé un texto tôt le lendemain matin. « Rendez-vous avec l'avocate à 14 heures. Je passe te prendre. » Je n'ai pas discuté. Nous étions assises dans un petit bureau du centre-ville de Paris en face d'une femme nommée Hélène Dubois, spécialisée dans les cas de violence domestique et les demandes d'invalidité. J'ai lu le résumé qu'Eva m'a envoyé, a dit doucement Hélène. Vous avez traversé bien plus qu'il n'en faut, Amélie. Mais nous allons vous aider à reprendre votre vie en main. Elle m'a tendu un stylo et une pile de formulaires. Requête de divorce, déclaration de violence, demande de dommages et intérêts pour les frais médicaux, le traumatisme émotionnel et l'instabilité du logement. J'ai signé chacun d'eux, mes mains à peine stables. Il pourrait essayer de contester cela, a prévenu Hélène, mais avec les preuves vidéo du mariage, les témoignages et votre diagnostic, nous avons un dossier solide. J'ai tapé, je ne veux plus jamais les voir. Vous n'aurez pas à le faire, a-t-elle dit. Dans les semaines qui ont suivi, je suis resté dans l'appartement et j'ai commencé quelque chose qui ressemblait à une guérison. Eva passait souvent, parfois avec des courses, parfois juste pour s'asseoir et regarder un film. Nous n'avions pas besoin de beaucoup parler. Elle semblait toujours savoir ce que je pensais. Julien ne m'a jamais contacté directement. Sa mère a essayé une fois par un mail transféré par Hélène. Il était plein d'excuses vides de sens. Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne. Le divorce a été finalisé rapidement. Grâce au travail d'Hélène et aux retombées publiques du mariage, Julien ne s'est pas battu. Sa mère a essayé, insistant sur le fait que je lui devais des années de logement et de soins. Mais le juge n'a rien voulu savoir. Au lieu de cela, le tribunal les a condamnés tous les deux à payer une somme considérable en dommages et intérêts, plus importante qu'une pension alimentaire classique. Ils étaient la cause principale de votre état, avait dit Hélène. Le tribunal le reconnaît. Lorsque le jugement a été lu, je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste du soulagement. Une porte s'était enfin fermée. 3 mois plus tard, j'étais dans la cuisine de l'appartement en train de préparer du café quand Eva est entrée avec un
Grand sourire. Tu deviens doué pour cette histoire de paix domestique, a-t-elle taquiné. Ça sent merveilleusement bon. J'ai souri et lui ai versé une tasse. Elle s'était assise et a sorti un dossier. Je veux te parler de quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Elle a placé le dossier devant moi et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un itinéraire de vol, une offre d'emploi et une demande de visa. Je suis enceinte de 3 mois, a-t-elle dit en se frottant le ventre. Quand le bébé naîtra, je retournerai travailler. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider, quelqu'un en qui je crois. Je l'ai regardé fixement. Je veux que tu viennes sur la Côte d'Azur avec nous, va-t-elle dit. Mon mari possède une clinique de bien-être privée. Il a proposé de faire de toi une employée à temps plein en tant que nounou et assistante administrative. Cela te qualifiera pour un visa à long terme. J'ai secoué la tête, dépassée. Elle a tendu la main sur la table. Tu mérites de recommencer, Amélie. Tu mérites une vie qui ne soit pas juste de la survie. J'ai tapé lentement, et si je ne suis pas prête? Tu n'as pas besoin d'être prête, a-t-elle dit. Tu as juste à dire oui. Je n'ai rien dit, mais j'ai hoché la tête. Les semaines ont passé rapidement après cela. Hélène a aidé avec la paperasserie. Eva a organisé tout le reste. J'ai obtenu un nouveau passeport, une indemnité de voyage. Une maison d'amis d'une chambre à côté de la leur, dans les collines près de Nice. Nous nous sommes envolés à la fin du printemps. J'étais assise entre Eva et son mari dans l'avion, quand l'hôtesse de l'air a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Eva a souri et a dit « Elle est avec nous ». Sur la Côte d'Azur, les choses semblaient différentes. Plus lentes, plus chaudes, plus légères. J'ai commencé à travailler à temps partiel à la clinique, aidant à la planification, à la garde d'enfants et aux courses. Personne ne me pressait. Personne ne se moquait de mon silence. J'ai même commencé à travailler avec une orthophoniste 2 fois par semaine juste pour voir ce qui pourrait être possible. Mon mutisme n'avait pas disparu, mais quelque chose avait changé. Je n'avais plus peur d'utiliser ma voix. Parfois, dans le calme de la maison d'amis, je fredonnais doucement, juste une seule note. Puis je m'arrêtais. Mais c'était plus que ce que j'avais fait depuis des années. Un soir, Eva et moi étions assises sur son porche à regarder le coucher du soleil pendant que son bébé dormait à l'intérieur. Elle s'est tournée vers moi. Tu sais ce qui est drôle? Après tout ça, je pense que tu es la plus forte de la famille. J'ai souri, puis j'ai tapé. Pas forte, juste fatiguée d'être petite. Tu n'es pas petite, a-t-elle dit. Tu ne fais que commencer. Je ne sais pas si je me remettrai un jour complètement. Le mutisme sélectif n'est pas quelque chose que l'on guérit. C'est quelque chose avec quoi on apprend à vivre. Mais je ne suis plus celle que j'étais dans cette maison. Je ne suis plus la fille assise à une table pleine de haine, trop effrayée pour respirer. Je ne suis pas brisée et je ne suis pas seule. Un jour, je pense que je parlerai à nouveau, mais pour l'instant, j'ai trouvé des gens qui m'écoutent malgré tout et c'était un début.